Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le premier des droits de l'homme est celui de pouvoir manger à sa faim, écrivait l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt. On peut y ajouter sans se tromper que de plus en plus de personnes sur Terre et au Togo ont faim. Demain, quand il sonnera 8 heures à Lomé, mais 9 heures à Genève, une délégation d'officiels togolais sera devant la 40e session de l'examen périodique universel. Il y sera question des droits de l'homme, des droits civils et politiques, mais aussi socio-économiques et culturels. Il y a juste 6 mois, le Togo parlait déjà des droits de l'homme devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme. Qu'est-ce qui a changé depuis juillet? Dans le monde de la Covid et de la vie chère, les Togolais ont-ils pu trouver assez de ressources pour manger et faire manger leur entourage? Le pays n'est pas en manque d'initiatives. On a appris en Conseil des ministres qu'à propos d'inclusion financière, le Togo est pour la deuxième année consécutive le pays de l'UEMOA qui présente le plus fort taux de croissance. Dans le monde de la presse, les questions essentielles sont revenues, notamment comment expliquer cette performance, à qui profite-t-elle? Cette semaine, la presse n'a pas voulu rester en marge du débat qui force les portes de prison pour des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le PPT puis le CONAP, l'un derrière l'autre, se sont positionnés pour la rélecture du Code de la presse. Après une année 2021 un peu trop bien corsée pour les journalistes, ballottée pour certains entre les affres de la pandémie et les couloirs de la justice ou de la prison, les hommes des médias veulent un peu plus de protection, qu'il soit du privé, mais aussi du public d'ailleurs. L'avenir de la presse publique va se conjuguer autrement que de tradition. Résultat attendu, des médias publics efficients, capables de participer au développement et au rayonnement du pays. Il en sera de même des partis politiques. Des modifications vont être apportées bientôt à la charte des partis de 1991. Vieille de 30 ans, elle porte à bout de bras plus d'une centaine de partis politiques. Combien seront-ils à réussir aux prescriptions des nouvelles réformes? En attendant, tout éclairci, les partis du Togo vont devoir donner une suite à la CENAP. La concertation nationale entre acteurs politiques se cherche un comité de suivi. Objet de polémique à la clôture, les feux de la CENAP n'ont pas voulu s'éteindre définitivement, qui poursuivre la mise en œuvre des recommandations obtenues au ministère de l'administration territoriale. Depuis quelques jours, ils sont nombreux, à commencer par suivre les matchs de la CAN au Cameroun. Les petits pays ont nettement grandi. Guinée équatoriale, les Comores, Cap-Vert ou encore la Gambie se sont offerts le luxe des huitièmes de finale. Et si les éperviers du Togo étaient là? Voilà, une question qui peut faire sourire, mais elle est importante puisque les éperviers ont récemment brisé la malédiction qui les empêchait de gagner même au stade de Kégué. Les précieux points des éliminatoires avaient été bradés. Ce qui inquiète ces joueurs à Lomé, ce ne sont pas ces points, mais les porteurs des valises de millions braqués en pleine ville de Lomé. Les braquages sont de retour. À qui irions-nous? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. C'est Brigitte Adjabago Johnson, coordinatrice de la dynamique, Monseigneur Podro DMK qui est notre invité. Le D12 au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Boga Koudoyo est à la mise en onde technique. Madame, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Et comme c'est la première fois que je reviens dans votre studio depuis ce début d'année, permettez-moi aussi de présenter mes meilleurs voeux aux compatriotes, encore une fois, mais particulièrement à vos auditeurs et auditrices, et à vous-même, ainsi qu'à tout le personnel de Pyramide FM. Pyramide FM également, par ma voix, vous présente les meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vous, pour votre famille ainsi que pour vos compagnons politiques. Nous allons peut-être revenir sur les vœux au cours de cette émission, mais l'actualité oblige. Nous allons parler de la situation politique au Burkina Faso, où on a entendu des coups de feu cette journée de dimanche. Le gouvernement du Burkina rassure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Madame, quelle est votre réaction? J'avoue que c'est quelque chose que nous redoutions déjà dans la sous-région. Vous savez, il y a un mécontentement général en ce qui concerne le Burkina Faso. Nous savons déjà que ce pays est frappé lui aussi par le terrorisme et qu'il y a beaucoup de mécontentement sur la gestion
qui est faite des questions de sécurité. Il y a déjà eu des manifestations au Burkina Faso. Mais je pense qu'il y a des éléments qui ont exacerbé les humeurs qui n'étaient pas déjà favorables au régime. C'est la gestion de la crise malienne, c'est plus précisément le fait que le Burkina Faso ait participé à la prise d'une décision contre le Mali, une décision désapprouvée par les populations en général dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais on ne comprend pas que le Burkina, pays voisin, partageant de surcroît les mêmes contraintes que le Mali en matière de sécurité, que le Burkina ait pu tranquillement se taire, le premier responsable de ce pays, se taire et laisser prendre une décision pareille. Je pense que beaucoup se posent encore la question de savoir comment les responsables de ce pays ont pu en arriver là. Cette décision-là de la CEDEAO est d'autant plus désapprouvée qu'il y a un ras-le-bol général au niveau des populations qui pensent que le moment est venu pour que les pays, les anciennes colonies françaises notamment, puissent se défaire de cette sorte de domination qui met une charpe de plomb sur nos pays depuis plusieurs décennies. Il ne se trouvera pas un seul Ouest-Africain qui ne pensera pas que le moment est venu. Et je crois que tout ça explique ce que nous avons commencé à observer au Burkina depuis ce matin. Je trouve ça dommage et les responsables burkinabés semblent être optimistes. Ils semblent dire qu'il ne s'agit que de simples mouvements d'humeur. Souhaitons-le. Et si c'était le cas, souhaitons que ça résonne dans leur tête comme une alerte très forte qui les amène à revoir leur position et aller vraiment dans le sens de ce que veut le peuple. À la situation du Mali, vous faites, à la situation du Burkina, donc du Burkina Faso, vous faites un lien avec ce qui se passe au Mali. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, ça bouge depuis quelque temps, des questions sont posées. Les dernières décisions qui ont été prises, notamment à Accra, au Ghana, contre le Mali, ne sont pas du goût d'un certain nombre de populations ouest-africaines. Mais il n'y a pas très longtemps, l'Afrique de l'Ouest était considérée comme un modèle d'intégration. Même sur le plan politique, l'Afrique de l'Ouest était citée en exemple. Aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que on a observé un recul de la démocratie depuis longtemps, un recul face auquel la CEDEAO non seulement n'a rien fait, mais on peut même dire que elle a contribué, elle a participé hein, à concrétiser ce recul-là. Moi, je me souviens déjà lorsque la CEDEAO voulait adopter un texte qui impose les 2 mandats comme principe, eh bien, nous étions étonnés de voir que tous les pays, la majorité des pays étaient d'accord, sauf 2 qui étaient en situation déjà en tout cas des pays dans lesquels la démocratie était en difficulté. Il n'y avait pas de démocratie, à savoir le Togo et la Gambie. Mais
nous étions déjà étonnés de ce que seuls ces deux pays aient réussi à s'imposer aux autres. Et je pense que tout est parti de là. C'est que, et les gens le disent, je pense que je leur donnerai raison, c'est notre pays, le Togo, qui a fini par contaminer les autres, donner le mauvais exemple et faire en sorte que progressivement d'autres pays qui étaient pourtant en bonne voie sont rentrés dans cette situation-là de déficit démocratique. Est-ce qu'on peut encore parler du Togo comme un mauvais exemple, puisqu'entre-temps, cette question a connu une évolution au Togo. Le mandat ou les mandats sont limités désormais au Togo. Attendez, les mandats sont limités pour la forme. Moi, je m'en tiens à ce que je vois. Je m'en tiens à la réalité qui est qu'on a à la tête de ce pays, eh bien, un chef d'État qui en est à son 4e mandat. 4e mandat. C'est vrai, oui, c'est vrai, madame. Mais est-ce que le mandat est limité ou pas? Actuellement, est-ce que le mandat au Togo est limité ou pas? Mais quand c'est limité et que vous restez à la tête du pays en disant tout ce que j'ai fait là, c'est zéro, je remets le compteur à zéro, mais vous effacez la réalité, vous effacez le vécu des gens aussi de leur tête. Quand vous me remettez le compteur à zéro, la réalité est que vous êtes là et que vous en êtes à votre 4e mandat. Donc, ça ne sert à rien d'avoir limité, à moins qu'on ne veuille limiter pour les autres. Et c'est très facile. C'est trop facile, d'autant plus que ça ne sert pas les intérêts des populations auxquelles vous vous imposez. Vous voyez? Donc, qu'on le veuille ou pas, nous faisons figure de mauvais exemples, de moutons noirs qui a tout fait, y compris activement, pour contaminer les autres pays. C'est comme ça que nous en sommes arrivés à cette situation-là. Et il faut dire aussi que on a fini par comprendre de manière très claire que nos partenaires de la communauté internationale y ont contribué aussi dans la mesure où ils ont mis en avant leurs intérêts, les intérêts des autres peuples au détriment de ceux des peuples d'Afrique de l'Ouest. Mais revenons justement à ces peuples-là d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit tantôt que face à un certain nombre de situations, que la CEDEAO n'a rien fait, c'est ce que vous aviez dit. Mais dans le cas spécifique du Mali... Non seulement elle n'a rien fait, mais elle a encouragé. Je vais finir. Elle est responsable. Est-ce qu'on peut parler d'encouragement par rapport à ce qui se passe au Mali, quand, par exemple, la CEDEAO dit être contre le coup d'État ou du moins la façon dont la transition est menée dans ce pays? Eh bien, il aurait fallu que la CEDEAO se montre contre aussi les élections qui sont instrumentalisées pour maintenir à la tête des pays des acteurs qui servent les intérêts des puissances occidentales. Il aurait fallu se montrer contre aussi. Il aurait fallu se montrer contre les manipulations de constitution pour juste se maintenir au pouvoir. C'est trop facile. Personne, aucun démocrate ne peut dire par principe je suis pour les coups d'État. Non. Cependant, quand on réagit uniquement à ces coups d'État-là, parce qu'ils ont pour résultat de mettre hors du jeu des acteurs qu'on pouvait manipuler facilement, parce qu'en réalité, tout ce que la CEDEAO prend comme position, eh bien, les populations savent désormais qu'elle prend ces positions-là en respectant des ordres qu'elle a reçus quelque part d'un maître
qui lui-même sert ses intérêts géostratégiques et les intérêts. Ce que vous dites là, on l'a écouté ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux, on a lu. Est-ce que vous voulez dire que tout ce qui se passe quelque part, par exemple, une grande puissance comme la France ou par exemple les États-Unis, serait derrière cette décision qui sont prises? C'est l'ère d'influence de la France. C'est connu, ce n'est pas caché. On sait que les puissances de ce monde en charge de la sécurité mondiale se sont réparties, hein, le globe. Et nous savons que dans cette répartition-là, c'est la France qui est responsable de l'ère dans laquelle nous nous trouvons et qui s'en sert pour continuer à d'abord servir prioritairement ses propres intérêts, c'est-à-dire accéder aux ressources dont elle a besoin, et peu importe qui est là, pourvu même si cette personne n'est pas choisie par les peuples, eh bien, pourvu qu'elle serve les intérêts de la France. Vous écoutez, madame. On sait. Et nous, Africains, nous avons fort à faire parce que apparemment, cet accord-là qui est établi entre les grandes puissances semble être remis en cause. Hein, c'est ce que nous voyons. Par le Mali notamment? C'est d'abord remis en cause entre elles-mêmes, en grande puissance, et remis en cause fort heureusement par les peuples africains qui se réveillent. Est-ce que justement ce que vous considérez comme une remise en cause va profiter aux populations africaines? Ce que vous considérez comme une remise en cause de ce que vous appelez les accords qui ont fait que est-ce que ça n'a pas profité aux Africains? Je demande si cette remise en cause va profiter aux populations africaines. Il faut bien que ça leur profite, et il faut que les populations africaines poussent les responsables désormais à servir leurs intérêts plutôt que d'être au service de puissances étrangères. Et c'est ce qui se joue. Ils seront forcés d'aller vers là, ou bien ils partiront. Ils partiront. Qui partiront? Eh bien, les peuples les feront partir. Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste là? Madame, est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? Non, je ne pense pas. Je crois que le réveil est tel que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que les populations africaines puissent se rendormir et se contenter à nouveau de cet ancien ordre-là dans lequel nous n'avons pas notre mot à dire. On choisit nos dirigeants pour nous. On vient puiser la part qu'on veut de nos ressources pendant que nous avons faim, nous n'arrivons pas à nous soigner, hein, nous n'avons pas une éducation de qualité, mais tout le monde a compris. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les populations retombent dans une certaine résignation. Par contre, oui, il faut qu'on soit vigilant parce que nous faisons face à un système qui a la capacité, une très forte capacité de se réinventer. Hein, on peut donner l'impression que finalement, ok, on a écouté le message des populations et donc le partenariat entre les pays africains et les pays occidentaux va être revu. D'ailleurs, on parle d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est des mécanismes qu'on peut utiliser pour donner l'impression que les choses ont changé, mais les populations sont vigilantes. Et ce qu'on demande, c'est une rupture pour créer un ordre plus juste. Nous n'en pouvons plus. Les Africains n'en peuvent plus
Les Togolais n'en peuvent plus. Visiblement, madame, hein, vous êtes pro Assimi Goïta. Je ne suis pas pro Assimi Goïta. Je soutiens le combat qui est mené. Je ne soutiens pas des individus, mais je soutiens un combat que je considère comme étant un combat juste. Ce combat que vous qualifiez de juste est piloté par des militaires. Et pour certains, avec les militaires, il faut être vigilant, comme vous avez dit tantôt, mais surtout prudent. Parce que les militaires, parfois, ils n'ont pas de parole. Oui, les gens n'ont pas tort hein, de penser ça. Mais moi, je me dis, ce peuple malien que je vois manifester et que je vois s'exprimer un peu partout, ce peuple qui a su vraiment montrer que ce qu'il veut, c'est ce que les militaires sont en train de faire pour l'instant. Je ne vois pas ces militaires le tromper. Je suis sûr que eux-mêmes seront débarqués très rapidement, aussitôt que les Maliens sentiront que les choses ne vont plus dans le sens voulu par eux. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.